Valentine est sortie de la communauté il y a 9 ans, car elle n'a pas respecté la règle de mariage entre cousins. Alors elle a dû partir et n'a plus jamais revu ses parents, qui vivent pourtant juste à côté. Elle est totalement exclue de la communauté, mais elle défend la famille et c'est pour cela qu'elle a accepté de nous parler. J'ai voulu prendre la parole pour rééquilibrer la balance. Je ne suis pas là pour dire aux gens la famille c'est formidable, allez-y, applaudissez. Non, pas du tout. Pour rééquilibrer la balance qui aujourd'hui est complètement à charge contre la famille. Si on devait définir la famille c'est quoi? Moi je dirais que c'est comme un village. C'est comme un village au milieu de Paris, sauf que chacun a sa maison, etc. Il y a 3 000 ou 4 000 personnes, je ne fais pas les comptes, hein. Honnêtement, je ne sais pas exactement combien ils sont, mais c'est à la fois petit et à la fois beaucoup, parce que quand on est dedans, on ne connaît pas tout le monde. Dans tous nos foyers, nous avons des télévisions, Internet, des téléphones portables, des smartphones. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour être en relation avec le monde. Il y a des enfants de la famille qui ne participent pas, qui ne vont pas à la cantine, qui ne participent pas au voyage scolaire. Oui, mais alors ça, voilà. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai laissé un de mes enfants partir en classe verte. J'ai passé la pire semaine de ma vie parce que je ne conçois pas qu'on puisse confier ses enfants à des gens que l'on ne connaît pas pendant une semaine. C'est pas pour nous se préserver du monde diabolique, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est ce qui a été raconté par les 3-4 détracteurs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être invité à dîner chez vous? Certains le font, mais il convient de toujours garder un chez-soi, un entre-soi. Parce que si chacun fait rentrer à chacun son tour qui veut, il n'y aura plus de dehors et il n'y aura plus de dedans. On va se déliter. La famille a ses règles, mais aussi ses croyances. Le groupe est avant tout religieux. La famille fait partie d'un courant de chrétiens dissidents opposés au pape. Ce sont les jansénistes convulsionnaires. Paris, 1727. Un diacre nommé Paris, qui vit dans le quartier de Saint-Médard, est vénéré comme un homme saint. À sa mort, sur sa tombe, des phénomènes étranges commencent à se produire. Une forme de transe mystique, religieuse. Il y a tout un phénomène qui naît assez rapidement de guérison inexpliquée, miraculée. On se rend compte que quand tel ou tel qui souffre de telle ou telle pathologie va sur la tombe du diacre Paris, il en ressort guéri. Et c'est Louis XV qui va décider de fermer le cimetière de Saint-Médard pour espérer stopper ce phénomène. Ces croyants mystiques sont les ancêtres de la famille. Ils vont continuer leur rituel en appartement. Des scènes pour communiquer avec Dieu qui deviennent de plus en plus violentes. Il y a une trentaine, quarantaine de groupes convulsionnaires qui se réunissent avec des sœurs et des frères particulièrement inspirés et en leur faisant subir des coups. Donc le mal ne les atteint pas, alors des coups de bûche au départ. Et puis les coups vont aller en augmentant. On passe des coups de bûche, des coups de Bible aussi, on passe à des coups d'épée. On enfonce des épées, et puis des pieux, et puis finalement on arrive au crucifiement. Deux siècles plus tard, la famille ne pratique plus ce type de scènes violentes. Mais elle a gardé de cet héritage janséniste une animosité viscérale envers l'Église catholique. La famille déteste le clergé et les églises. Personne n'y a jamais mis un pied. Ils pratiquent chez eux une religion directe avec Jésus, dont la base est la Bible. Est-ce qu'il y a des curés? Oui, moi. Non, chaque mère de famille est le curé de ses enfants, chaque mère de famille est le rabbin de ses enfants. Chaque père de famille est le curé de ses enfants, et chaque père de famille est le rabbin de ses enfants. Moi, j'ai marié mes filles. Il n'y a pas de directeur de conscience. Chacun pratique comme il le souhaite. Il y a les modérés
mais aussi une petite poignée de conservateurs. Comme Mathieu, qui cultive une vie rigoriste et croit à l'apocalypse. Un rendez-vous comme un jeu de piste, de peur d'être repéré par un membre du clan. Il s'est livré à l'abri des regards et nous avons reconstitué ses confidences, mot à mot. Notre religion, elle se veut austère. On n'a pas de contraception, on garde la même femme toute sa vie. Moi, ma femme, par exemple, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas parlé à quelqu'un de l'extérieur. Elle va au parc, elle fait la cuisine. Mais c'est comme ça chez nous, c'est tradi, quoi. Bon, si elle apprend que je vous ai rencontré, je vais me faire défoncer. Par rapport à mes collègues qui sont pas dans la famille, moi j'ai 27 ans, 4 enfants, c'est déjà bizarre. Tous les sujets de société, le foot, la politique, tout ça, ça m'attire pas. Je vote pas, je connais même pas leur programme. Je préfère les échanges spirituels. Mathieu reste très attaché au mode de vie des pères fondateurs de la famille. La communauté aurait une date de naissance officielle, 1819. La légende raconte qu'elle descendrait de 2 hommes, Jean-Pierre Thibout et Papayette, décidés à unir leur destin en mariant leurs enfants. Et ils vont se mettre d'accord pour faire alliance. Et de cette alliance, de cette solidarité, symboliquement, ils vont mettre une pièce chacun qu'ils avaient dans leur poche. Au moment où ils mettent leurs pièces, ils se rendent compte qu'une 3e est là, sur la table. Ils prennent cela pour un signe divin. Et donc à partir de là, donc, va naître la charité. Donc la charité les uns envers les autres, c'est la charité du porte-monnaie. Mais au-delà de ça, ça symbolise la charité du cœur. Et c'est ce qui va faire que nous avons perduré pendant ces 2 siècles. C'est parce qu'à l'époque, la sécurité sociale n'existe pas. Les allocations familiales n'existent pas. C'est pas l'alcool qui va être le ciment de la famille, c'est la charité. Alors le groupe se ferme définitivement au moment où un des dirigeants du groupe, Augustin Thibout, décide qu'on doit un peu plus organiser les choses avec des règles un peu plus précises et on ne peut plus vraiment y déroger. Et il ferme le groupe aux adhésions. Si on désire se marier en dehors du groupe, on sort et on est exclu. Les règles de l'oncle Auguste sont très simples. C'est un tour de vis, une extrême autorité. Éviter à tout prix l'école. Rester près de la rue de Montreuil pour rester près de la famille. Ne pas porter de pantalon pour les femmes. Bien sûr, il est interdit de voter car les affaires de la cité ne les concernent pas. Et il faut aussi avoir des métiers subalternes pour ne pas trop briller au sein de la famille. Tout le monde doit être égal. Ces règles se sont aujourd'hui assouplies. La plupart des femmes de la famille portent des pantalons, voyagent. Seuls les quelques rigoristes comme Mathieu appliquent encore ces codes à la lettre. Moi, ces règles-là, je les affectionne. Et j'aimerais les transmettre à mes enfants. J'aimerais presque aller plus loin que l'oncle Auguste. Ne pas voyager, par exemple, je trouve ça bien. C'est des règles de société de base. Pas de pantalon pour les femmes, pas attirer l'œil, pas être attirante, être dans la pudeur, en fait. Et vous n'avez pas envie, par exemple, d'aller à la mer? Non. Non, la mer, elle est chez moi. Au square, il y a une fontaine à eau. Et les enfants n'ont pas besoin de voyager.